Les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi public. Boum, ça, c'est la règle d'or, le point de départ absolu de la fonction publique française. Cette simple phrase pose tout de suite une tension fascinante. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un agent public veut lancer un projet perso, avoir une activité annexe ou carrément monter sa propre boîte ? Eh bien, on plonge direct dans le vif du sujet avec notre décryptage du jour. L'idée, c'est de démystifier complètement cette fameuse carte administrative du cumul d'emplois. De loin, ça ressemble à un vrai parcours du combattant, c'est sûr. Mais vous allez voir, une fois décodé, ça suit une logique implacable. En regardant de plus près les textes officiels, on comprend très vite comment l'État arrive à jongler entre ce devoir d'exclusivité et, soyons honnêtes, les aspirations professionnelles d'aujourd'hui. Pour que ce soit limpide, on va suivre un système qui fonctionne un peu comme des feux de signalisation. D'abord, on verra le principe de base, puis on passera au feu vert avec les activités libres, ensuite feu orange, l'autorisation ou la déclaration. Et enfin, on terminera sur le feu rouge, la création d'entreprise et le contrôle éthique. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le principe central et la fameuse obligation de non-cumul. C'est vraiment le grand écart entre la règle et l'exception. D'un côté, on a cette obligation stricte, l'agent se doit à 100% à son administration, point final, mais de l'autre, la porte reste quand même entrouverte pour d'autres activités, qu'elles soient publiques, privées ou même non rémunérées. Sauf que, et c'est absolument crucial, cette exception est suspendue à une condition non négociable, le zéro conflit d'intérêts. C'est littéralement la clé de voûte de tout le système. D'ailleurs, comment on le définit, ce fameux conflit d'intérêts ? Les textes parlent d'une situation d'interférence. En clair, l'administration veut éviter à tout prix que vos intérêts personnels viennent polluer votre indépendance ou votre objectivité au travail. C'est le test ultime. Chaque demande de cumul d'activité va être passée au microscope avec cette seule définition en tête. On passe à la section 2, le feu vert, les activités librement permises, sans avoir à demander d'autorisation. Là, on a des activités assez surprenantes qu'on peut exercer en toute liberté en dehors des heures de bureau. Évidemment, il y a le bénévolat classique, mais ça va beaucoup plus loin. La création artistique, par exemple, ça couvre les livres, la musique, mais aussi la création de logiciels. Oui, on peut aussi être agent recenseur, aller faire les vendanges ou gérer le syndic de son propre immeuble. Et tout ça sans rien demander à sa hiérarchie. Mais attention, il faut garder les pieds sur terre, et ce chiffre est là pour nous le rappeler, le 2. Même dans cette zone d'apparente liberté totale, il y a des règles ultra précises. Prenez le contrat pour les vendanges. Ok, c'est libre, mais c'est plafonné à 2 mois maximum sur une année entière. Et surtout, ça doit obligatoirement se faire pendant les congés annuels de l'agent. Donc une vraie liberté, oui, mais avec un calendrier très strict. Section 3, on arrive au feu orange, l'autorisation préalable. Là, il faut lever la main avant d'agir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'administration est extrêmement minutieuse sur le classement de ses activités. Impossible de juste se lancer à l'aveugle. Si vous voulez donner des cours ou faire de l'expertise, une simple autorisation classique suffit. Par contre, si l'idée c'est de faire du service à la personne, comme du babysitting ou de vendre des objets que vous avez fabriqués vous-même, le statut de micro-entrepreneur est une obligation absolue. En gros, le feu vert de l'administration dépend directement du cadre juridique choisi. Section 4, on explore une autre option, la voie de la déclaration. Ici, on ne demande pas la permission, on informe. C'est une nuance administrative super intéressante pour un cas très précis. Imaginez quelqu'un qui dirige déjà une société et qui réussit un concours de la fonction publique. Eh bien, on ne va pas lui demander de tout plaquer le premier jour. Une simple déclaration écrite suffit pour lui permettre de garder sa casquette de dirigeant pendant 1 an, renouvelable une seule fois. C'est vraiment pensé comme un sas de décompression pour faciliter la transition du privé vers le public. Et puis, il y a ce nombre, 24,5. C'est le sésame pour les agents à temps non complet. Si l'agent travaille 24 heures et 30 minutes ou moins par semaine, les règles s'assouplissent de façon spectaculaire. Là, on peut cumuler son poste avec un emploi dans le privé sans attendre d'autorisation de l'administration. La seule chose à faire, c'est de déposer une déclaration écrite sur le bureau de son chef avant de commencer. Du coup, avec tout ce qu'on vient de voir, ça nous amène forcément à la grande question de ce décryptage. Un agent public à temps plein peut-il vraiment se transformer en entrepreneur ou même monter sa propre boîte ? Ce qui nous fait entrer dans notre section 5, la création d'entreprise et le fameux passage à temps partiel. Ici, c'est le prérequis absolu. Juridiquement, c'est mission impossible de lancer ou de reprendre une entreprise en restant à temps plein pour l'État. Il faut obligatoirement demander et surtout obtenir un temps partiel. Et attention, ce temps partiel ne peut en aucun cas descendre en dessous du mi-temps, donc 50% minimum. C'est la condition sine qua non. Pas de temps partiel, pas de projet entrepreneurial, l'idée n'a même pas d'existence légale. Mais attention, rien n'est éternel. Et c'est là qu'intervient le chiffre 3. Ce temps partiel, accordé pour créer une entreprise, est valable pour 3 ans maximum. On peut gratter une petite année de renouvellement, mais ça s'arrête là.
Au bout de ces 4 ans maximum, c'est la fin de la période d'essai en quelque sorte, l'agent va devoir faire un choix définitif entre sa vie d'entrepreneur et la fonction publique. Enfin, notre section 6, le fameux pipeline déontologique, la grosse machine de l'État pour garantir la neutralité. C'est un vrai parcours balisé en 4 étapes bien précises. On commence par un dossier de demande écrit hyper détaillé. Ensuite, la hiérarchie directe épluche le projet. Au moindre petit doute, le dossier grimpe à l'échelon supérieur, le référent déontologiste. Et si vraiment des questions persistent, on sort l'artillerie lourde en saisissant la HTVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir le changement d'échelle. Le référent déontologue, c'est une figure interne. Il va passer à la loupe les 3 dernières années de l'agent pour vérifier qu'il n'y a pas de risque avec ses fonctions passées. Mais si ce premier radar en interne ne suffit pas à rassurer tout le monde, boum, c'est la HATVP, une instance nationale et totalement indépendante, qui prend le relais pour creuser la question éthique en profondeur. Et quand cette haute autorité parle, on l'écoute. Elle peut rendre 3 types d'avis. Soit le projet est compatible, soit il est compatible avec réserve, ce qui veut dire qu'il y a des conditions draconiennes à respecter pendant 3 ans, soit c'est catégorique, incompatible. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un avis négatif ou avec réserve, ce n'est pas juste un conseil en l'air. C'est juridiquement contraignant. Ça a littéralement force de loi pour l'administration comme pour l'agent. Petite subtilité administrative redoutable qu'il faut absolument connaître, le silence vaut refus. C'est assez rare pour être souligné. Dans le cadre précis d'une création d'entreprise, si votre hiérarchie fait la morte pendant 2 mois après votre demande, la loi considère que c'est un non automatique. Contrairement à d'autres démarches où le silence vaut acceptation, ici, pas de réponse bloque définitivement votre projet. Si on prend un peu d'auteur sur toute cette mécanique, de la demande de temps partiel jusqu'aux avis tranchés de la haute autorité, la philosophie devient super claire. Toutes ces barrières, tous ces garde-fous ne sont pas juste là pour fabriquer de la bureaucratie. C'est le bouclier ultime de l'État pour protéger la neutralité, l'indépendance et le bon fonctionnement du service public contre n'importe quel conflit d'intérêts. Ce qui nous laisse sur une vraie réflexion. Pour conclure ce décryptage, le monde du travail mute à une vitesse folle et les carrières toutes tracées laissent de plus en plus la place à des parcours hybrides. La grande question, c'est comment la fonction publique va-t-elle réussir à l'avenir à équilibrer ce besoin viscéral et non négociable de neutralité avec notre envie, de plus en plus forte, d'avoir des carrières multiples. Voilà le vrai défi pour l'administration de demain. Merci de nous avoir suivis et à très vite.